Bonjour, nous allons voir dans cet exposé comment comparer deux moyennes au moyen de tests statistiques. Et nous verrons successivement comment comparer deux moyennes de deux séries indépendantes, deux moyennes de deux séries dites appariées, et comment comparer une moyenne observée à une moyenne théorique, une moyenne attendue dans une population. Pour suivre cet exposé, il faut bien connaître ce qu'est une variable quantitative et la manière de résumer la distribution d'une variable quantitative au moyen de paramètres de position, qui est la moyenne, et paramètres de dispersion, que sont la variance et l'écart-type. Il faut connaître la loi normale et la loi de Student, pour lesquelles nous avons construit un exposé. Et puis surtout avoir suivi l'exposé sur les principes des tests statistiques et notamment la notion de petit p. Nous avons vu dans l'exposé sur les principes généraux des tests statistiques que tous les tests calculent la probabilité d'avoir obtenu la différence observée si l'hypothèse nulle est vraie. Cette probabilité, c'est ce qu'on appelle le petit p. Et nous avions assimilé un test statistique comme une sorte de machine à produire du petit p, machine dans laquelle on fait rentrer un certain nombre d'ingrédients. Pour comparer deux moyennes de deux séries indépendantes, on dispose de plusieurs outils. Le test Z, le test T de Student et le test d'errant de Wilcoxon, et nous allons les décliner. Alors nous allons partir d'un exemple concret de l'étude de la concentration sanguine en vitamine D qui est mesurée par le 25-OH-D en nanogrammes par millilitre, peu importe. Donc nous avons deux séries de sujets, une série de 97 sujets non fumeurs pour lesquels on a trouvé une moyenne de 23,6 nanogrammes par millilitre de vitamine D. Et puis une série de 85 sujets fumeurs pour lesquels nous avons trouvé une moyenne de 20,9 nanogrammes par millilitre. Donc deux séries indépendantes, et la question qui se pose est de savoir si la moyenne de la concentration sanguine en vitamine D est réellement différente entre les fumeurs et les non-fumeurs. Et comme pour tout test statistique, on démarre en posant le jeu des hypothèses. L'hypothèse nulle H0, bien le taux de vitamine chez les fumeurs est identique au taux de vitamine chez les non-fumeurs. Et l'hypothèse alternative, ici qu'on présente sous forme bilatérale, le taux de vitamine chez les fumeurs est différent du taux de vitamine chez les non-fumeurs. Et si l'hypothèse nulle est vraie, alors nos deux échantillons de fumeurs et de non-fumeurs proviennent en fait de la même population où la moyenne mu du taux de vitamine D est identique. Donc si H0 est vrai, eh bien mu1 égale mu2, moyenne des populations, et le fait que M1 et M2 calculés sur nos deux échantillons soient différentes serait due à une simple fluctuation d'échantillonnage. Donc si l'hypothèse nulle H0 est vraie, la différence delta de ces deux moyennes doit être proche de 0. On calcule donc la différence delta entre ces deux moyennes de nos deux échantillons, 23,6 moins 20,9, et on trouve 2,7. Et donc la question, est-ce que 2,7 est suffisamment éloigné de 0 pour qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle? Alors nous avions vu dans le cours sur l'estimation d'une moyenne que d'après le théorème central limite, que la moyenne d'un échantillon est une variable qui suit une loi normale. Donc nous avons ici deux échantillons dont les moyennes sont les valeurs de deux variables normales. Et nous allons nous appuyer ici sur un petit théorème qui dit que la différence de deux variables normales est elle-même une variable normale. La variable delta, qui est égale à M1 moins M2, suit donc une loi normale. Et si H0 est vrai, si l'hypothèse nulle est vraie, eh bien delta suit une loi normale centrée sur 0. Et si on pose Z est égal à la différence delta divisée par l'écart-type de cette différence, eh bien, si vous vous souvenez de l'exposé sur la loi normale centrée réduite, on peut dire que Z suit une loi normale centrée réduite, centrée sur 0 et réduite à un écart-type de valeur 1. Et nous avions vu que la propriété fondamentale d'une variable normale Z centrée réduite était que 95% des valeurs de Z étaient comprises entre moins 1,96 et plus 1,96. 2,5% des valeurs sont supérieures à 96, 2,5% des valeurs sont inférieures à moins 1,96. Donc si le calcul de Z nous donne une valeur qui est supérieure à 1,96 en valeur absolue, eh bien on va rejeter l'hypothèse nulle avec une probabilité de se tromper, petit p, inférieure à 5%.
Donc nous allons avancer dans le calcul de z, qui est égal à la différence sur l'écart type de la différence, donc m1 moins m2 divisé par l'écart type de m1 moins m2. Donc le problème, c'est comment calculer l'écart type de m1 moins m2. Alors, on va s'appuyer sur un deuxième petit théorème qui nous dit que la variance de la différence de deux variables est égale à la somme des deux variances. Je dis bien la somme des deux variances. Donc la variance de delta est égale à la variance de M1 plus la variance de M2. On sait calculer la variance d'une moyenne qui est égale à la variance de l'échantillon divisé par l'effectif, donc variance de M1 et variance de M2. Et on obtient donc la variance de la différence delta. Donc nous avons maintenant tous les éléments pour calculer z. L'écart type de la différence S delta, c'est tout simplement la racine de la variance S2 delta. Donc z est égal à valeur absolue de M1 moins M2 divisé par la racine de la somme des variances des moyennes des deux échantillons. On va revenir à notre exemple pour calculer z. Ici nous avons les effectifs des deux échantillons, les deux moyennes, et on nous donne les deux écarts types de la distribution des valeurs des deux échantillons. On peut donc poser z, qui est égal à la valeur absolue de la différence des deux moyennes, 23,6 moins 20,9, divisé par racine de la variance du premier échantillon, donc 8,3 au carré divisé par n1, 97, plus la variance du second échantillon, 7,6 au carré divisé par son effectif, 85. Et on trouve z égale 2,29. Donc, qui est supérieur à la valeur seuil 1,96, et on peut donc affirmer que la différence entre les deux moyennes est significative. On va continuer plus loin en regardant à quel risque correspond la valeur de z de 2,29 en consultant la table z d'une variable normale centrée réduite. On constate que cette valeur de 29 est supérieure à la valeur de 17, correspondant à un risque alpha de 3%. Donc on peut affirmer que la différence est significative. Et comme les tables dans les livres ne sont pas très précises, on peut avoir une valeur plus exacte du petit p en entrant dans une case du tableur Excel la formule que nous avons déjà vue sur la vidéo sur la loi normale centrée réduite, donc dans une case égale 2 fois 1 moins loi.normale.standard.n, entre parenthèses, la valeur de z, 2,29, point virgule, le paramètre vrai, fermez les parenthèses. Ce qui nous donne la valeur de petit p 0,022. Donc on va revenir concrètement à notre exemple initial en affirmant que les concentrations sanguines de vitamine D entre non-fumeurs et fumeurs diffèrent significativement avec un petit p égale 0,022. Alors nous verrons, tous les tests possèdent des conditions d'application. La condition d'application du test Z, c'est que la taille des deux échantillons doit être supérieure à 30 individus. Si un des échantillons ou les deux échantillons sont plus petits que 30, alors il faut utiliser le test T de Student proprement dit. Donc voyons maintenant comment comparer deux moyennes sur de petits échantillons à l'aide du test T de Student. En fait, le calcul de la valeur t du test de Student est analogue à celle du test z, oppose t égale à la différence divisée par l'écart type de cette différence, m1 moins m2 sur écart type de m1 moins m2. Le problème étant ici, comment calculer l'écart type de la différence. Et c'est là que le calcul diffère du test z. Pour estimer la variance de la différence, S2 delta, on va utiliser non pas les deux variances de chaque échantillon, S21 et S22, mais une variance commune à ces deux échantillons, qu'on appelle ici tout simplement S2. Alors, je vous montre ici rapidement la formule de cette variance commune, car bien évidemment vous ne ferez jamais ce calcul manuellement, mais c'est juste pour vous faire remarquer qu'il s'agit de la moyenne pondérée des deux variances des deux échantillons. Alors nous avons maintenant les éléments pour calculer la statistique T de Student. T est égal à M1 moins M2 divisé par l'écart type de S2 delta, c'est-à-dire racine de la variance commune divisée par N1 plus variance commune divisée par N2. Alors, on démontre que T suit une loi de Student, qui, comme nous l'avons vu dans l'exposé sur les lois normales et de Student, dépend du nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire des effectifs des échantillons, N1 plus N2 moins 2.
Et nous avons vu qu'il existe autant de lois de Student que de degrés de liberté. Lorsque le nombre de DDL devient grand, la loi de Student se confond avec la loi normale. On va revenir à un exemple concret où on cherche à comparer, cette fois-ci, le taux de cholestérol LDL mesuré en grammes par litre entre une série de 15 individus n'ayant pris aucun traitement et une série de 12 individus ayant reçu un certain traitement. On constate que les moyennes des taux de LDL sont de 1,81 g par litre dans le groupe non traité et de 1,41 g par litre dans le groupe des sujets traités. On donne aussi les écarts types des deux distributions et on commence donc par calculer la variance commune. Alors je passe rapidement sur les détails. On trouve que S2 égale 0,21. Ensuite, on calcule la statistique T de Student, valeur absolue de la différence des deux moyennes à 81 moins 1,41, divisé par l'écart type de la différence, soit racine de 0,21 sur 15 plus 0,21 sur 12. Et on trouve T égale 2,27. Et il nous faut enfin calculer le nombre de degrés de liberté, DDL égale 15 plus 12 moins 2, soit 25. Il n'y a plus qu'à regarder dans la table T de Student, à la ligne correspondant à 25 DDL, à quel risque alpha correspond la valeur de T de 2,27. On constate que 2,27 est supérieur à 2,17, qui correspond à un risque alpha de 0,04. On peut donc affirmer que la différence est significative. Et toujours pareil, pour obtenir une valeur plus précise du petit p, on entre dans une case Excel la formule égale loi.student.bilatéral, parenthèse, la valeur de t, 2,27, point virgule, le nombre de degrés de liberté, 25, fermez la parenthèse, et on trouve un petit p de 0,032. Et pour conclure sur cet exemple, on peut donc dire qu'il existe une différence significative du taux de LDL entre les groupes traités et non traités, avec le petit p de 0,032. Conditions d'application d'un test T de Student, plus contraignante que le test Z. Tout d'abord, il faut en principe que les distributions des populations dont sont issus les échantillons soient normales. Mais on ne peut pas évidemment le mesurer, et donc il faut au moins en faire l'hypothèse. Et deuxièmement, il faut soit que les variances des deux échantillons ne soient pas trop différentes, en gros qu'il n'y ait pas une variance qui soit plus de 3 fois supérieure à l'autre, ou alors, si c'est le cas, il faut que les tailles des deux échantillons soient à peu près identiques. Alors, je vous ai imposé toute cette série de calculs pour calculer Z et T, mais bien évidemment, vous ne ferez jamais cela à la main et vous pouvez utiliser le tableur Excel pour réaliser immédiatement ces calculs de petit p. Donc avec Excel version 2013 et supérieure, on dispose d'une fonction qui s'appelle t.test avec entre parenthèses 4 paramètres, première matrice, deuxième matrice, paramètre sur l'hypothèse alternative, est-elle unie ou bilatérale, et un paramètre sur le type de test qu'on demande. Si on reprend notre exemple numéro 1, nous avons ici à gauche un fragment du tableur Excel où figure la série des valeurs des concentrations sanguines en vitamine D chez les non-fumeurs dans la colonne A et les fumeurs dans la colonne B. Alors, on écrit dans n'importe quelle case de Excel la fonction égale t.test avec, entre parenthèses, et 4 paramètres. Tout d'abord, A1, 2.A97, qui sélectionne la première série des valeurs chez les non-fumeurs. Puis après un point virgule, B1, 2.B85, qui sélectionne la deuxième série des valeurs chez les fumeurs. Après un autre point virgule, le paramètre 2, qui veut dire qu'on teste une hypothèse alternative bilatérale. Si on voulait tester une hypothèse alternative unilatérale, il faudrait coder la valeur 1. Et enfin, un quatrième paramètre, ici codé 3, qui signifie que Excel utilise comme estimateur de la variance de la différence la somme des deux variances des deux échantillons, comme nous l'avons vu lorsque nous avons parlé du test Z. Donc ce paramètre 3 indique tout simplement que Excel effectue un test Z. Et lorsqu'on a tapé correctement cette formule, Excel nous donne directement la valeur du petit p, ici 0,023.
Reprenons notre exemple numéro 2, où on compare les taux de cholestérol LDL entre deux petites séries de 15 et de 12 individus. Donc il faut bien utiliser le test T de Student. Et avec Excel, la syntaxe est exactement la même que pour le test Z. La seule différence vient du quatrième paramètre, qui ici est codé 2, ce qui veut dire que le calcul de la variance de la différence, S de delta, sera fait en utilisant la variance commune aux deux échantillons, comme nous venons de le voir pour le test T. Et là encore, le résultat est immédiat. Excel donne directement la valeur de petit p, ici 0,032. Alors on aurait pu se dire dès le début que si on étudie un traitement, c'est dans l'espoir qu'il aboutisse à une baisse du taux de cholestérol LDL. Donc dans ce cas, il aurait été plus pertinent de poser une hypothèse alternative H1 unilatérale, le taux de cholestérol chez les traités étant inférieur au taux de cholestérol chez les non traités. C'est l'objectif de l'étude. Donc si on désire une hypothèse H1 unilatérale, il suffit de coder le troisième paramètre de la fonction avec la valeur 1. Là encore, on obtient directement la valeur du petit p, 0,016. Alors, vous remarquerez au passage que ce petit p est 2 fois moins élevé que pour une hypothèse bilatérale, ce qui montre l'intérêt, lorsqu'il est pertinent de le faire, de poser une hypothèse unilatérale pour augmenter la puissance du test. Pour ceux qui auraient des versions anciennes de Excel, la formule de la fonction du test de Student s'écrit test.student avec les mêmes paramètres que ceux que nous venons de voir. Alors si les conditions des tests Z ou T ne sont pas remplies ou sont douteuses, il nous reste un troisième type de test, le test de Wilcoxon, que certains appellent le test de Mann et Whitney. Pour pas faire de jaloux, on va dire qu'on l'appelle le test de Wilcoxon, Mann et Whitney. Ce test d'ailleurs, très performant, peut être utilisé en première intention sans même se préoccuper des conditions des tests Z ou T. Ce test au final sert à comparer deux moyennes, mais en fait il n'étudie pas les valeurs de la variable, mais le rang de ces valeurs. En reprenant notre exemple des deux séries de taux de cholestérol, on voit sur le tableau de gauche la liste des valeurs, en grammes par litre, et sur le tableau de droite, le rang de chaque valeur. Excel permet de faire cela avec la fonction rang. Ainsi, en B1, la valeur 0,65, qui est la plus petite, a le rang numéro 1. En A2, la valeur 0,75 a le rang numéro 2. En A7, la valeur 2,73, qui est la plus élevée, a le rang numéro 27. Dans un test de Wilcoxon, l'hypothèse nulle stipule que les rangs se mélangent de façon homogène entre les deux séries. Ici, les rangs de la série en bleu se mêlent aux rangs de la série en jaune, un peu comme les cartes de deux jeux de cartes qu'on mélange. L'hypothèse alternative, au contraire, stipule que les rangs d'une des séries sont d'un côté de la distribution, alors que les rangs de l'autre série sont de l'autre côté. Ici, la série bleue possède les rangs les plus faibles et la série jaune les rangs les plus élevés. Et si l'hypothèse nulle est vraie, on démontre que la somme attendue qu'on appelle WA, des rangs de la première série, qui a comme taille N1, est égale à N1 multiplié par le total des individus plus 1, divisé par 2. C'est une démonstration arithmétique, et je passe dessus. Donc si H0 est vrai, la différence delta entre la somme des rangs de la première série, qu'on va appeler W1, et cette somme attendue WA, doit être nulle. Et on démontre aussi que si H0 est vrai, cette différence delta, W1 observé moins WA attendu, suit une loi normale centrée sur 0. Et si on pose la statistique Z en divisant la différence par l'écart type de WA, eh bien, le Z doit suivre une loi normale centrée réduite, centrée sur 0 et réduite à un écart type de 1. Et toujours cette même question, alors comment calculer l'écart type de WA, c'est-à-dire la somme des rangs attendus? Je vous donne ici juste pour information la formule du calcul de la variance de la somme des rangs attendus. Et donc nous avons de quoi calculer la statistique Z d'un test de Wilcoxon, Mann et Whitney. Z est égal à W1, la somme des rangs de la première série, moins
WA que j'ai ici remplacé par sa formule, divisé par l'écart type de WA. Si on reprend notre exemple concret des taux de cholestérol, donc on fait le calcul de Z en remplaçant chacun des paramètres par leur valeur, et on trouve Z égale 2,49. On regarde dans la table de Z, toujours pareil, là où se trouve la valeur des 49, et si on en veut une valeur plus précise avec Excel, on obtient directement petit p de 0,013. Alors le test de Wilcoxon n'existe pas encore sous Excel, il faut développer la formule de Z que je viens de vous donner. Sous Stata, eh bien, il faut disposer de deux variables. Il faut tout d'abord la variable d'intérêt, celle qu'on étudie, ici le taux de cholestérol en grammes par litre, et puis une deuxième variable binaire, la variable qui définit la catégorie du sujet, ici sujet traité ou non traité. Et la syntaxe avec Stata consiste à écrire rank_sum, R-A-N-K-S-U-M, nom de la variable d'intérêt, LDL, virgule, by, le nom de la variable de catégorisation, ici traitement. Voici la sortie Stata, où l'on obtient directement la valeur de petit p pour une hypothèse H1 bilatérale. Avec le logiciel gratuit R, c'est aussi simple, on entre la formule wilcox.test, ouvrez la parenthèse, C, et entre parenthèses, les deux séries de valeurs, et on obtient directement le petit p. Les conditions d'application d'un test de Wilcoxon sont très peu contraignantes, au minimum des effectifs qui soient supérieurs à 10 dans les deux séries, et surtout pas trop d'ex-aequo dans les valeurs. Car évidemment, quand il y a trop d'ex-aequo, on a du mal à leur affecter un rang. Alors en fait, il ne faut surtout pas hésiter à utiliser le test de Wilcoxon lorsqu'on n'est pas très sûr de la normalité des distributions, notamment pour les tests de student. Le test de Wilcoxon, en fait, il est peu utilisé et peu présenté dans les livres, pour la bonne raison qu'avant l'ère des ordinateurs, il était extrêmement fastidieux de classer des centaines, des milliers de valeurs selon leur rang. On le réservait donc pour les courtes séries. Mais de nos jours, le classement par rang est immédiat avec n'importe quel tableur ou logiciel, donc pas de limite, pas de réserve pour utiliser le test de Wilcoxon. On va passer maintenant à une deuxième partie de notre exposé, consacrée à la comparaison de moyennes de deux séries appariées. Alors on appelle séries appariées deux séries de la même taille, pour laquelle chaque valeur d'une des séries a un lien avec la valeur correspondante de l'autre série. Souvent, il s'agit d'une mesure qui est faite par exemple chez le même individu. Ici, on va prendre un exemple de la mesure du volume globulaire moyen, c'est-à-dire la taille des globules rouges, avant et après embauche de personnel qui vont travailler dans une usine chimique réputée avoir éventuellement une action sur la lignée sanguine des globules rouges et provoquer éventuellement une anémie. Donc, avant embauche, on mesure chez les personnels candidats une valeur moyenne des VGM de 94,7 microns cubes. Et 3 mois après l'embauche, on mesure chez la même série d'individus une moyenne des VGM de 93,6 microns cubes. Alors, on pourrait comparer ces deux moyennes comme nous l'avons fait précédemment sur deux séries indépendantes. Mais ce serait ne pas tenir compte du lien qui existe pour chaque individu entre sa valeur initiale et sa valeur après embauche. Alors pour tenir compte de ce lien individuel, on va mesurer pour chaque sujet la différence D entre la valeur initiale et sa valeur finale. Et on peut ensuite calculer la moyenne de ces différences. Ici, la moyenne des différences est de 1,14 microns cubes. Donc le problème général est de savoir si le VGM avant et après embauche est en moyenne identique pour chaque individu. Et donc le jeu des hypothèses, dans ce cas-là, c'est de se dire, dans l'hypothèse nulle, la moyenne des différences des VGM est égale à 0. Et l'hypothèse alternative, bilatérale, la moyenne des différences des VGM est différente de 0. Et donc si notre moyenne des différences est égale à 1,14, est-ce que ce 1,14 est suffisamment éloigné de 0 pour qu'on puisse rejeter l'hypothèse nulle? Et pour réaliser ce type de test, comparer deux moyennes de deux séries appariées, eh bien on retrouve les trois mêmes tests que nous avons vus précédemment, mais appliqués de façon un petit peu différente.
on pose le test Z. Au numérateur, il s'agit de calculer la différence qu'il y a entre la moyenne des différences et la valeur 0, en valeur absolue, et diviser ça par l'écart type de la moyenne des différences. Et là encore, Z va suivre une loi normale, réduite, centrée sur 0. Le problème, comment calculer l'écart type de la moyenne des différences m petit d? Alors comme on le sait, la variance d'une moyenne, c'est égal à la variance des valeurs de l'échantillon divisé par la taille de l'échantillon. Donc la variance de la moyenne des différences est égale à la variance des différences divisé par n, la taille de l'échantillon. Donc si on appelle DI chacune des différences, valeur avant moins valeur après, et puis on peut calculer la variance des différences par la formule classique d'une variance que nous avons vu dans l'étude des paramètres de dispersion pour un échantillon. Donc, nous pouvons maintenant calculer notre statistique Z, qui est égale à la valeur absolue de la moyenne des différences, divisée par l'écart type de cette moyenne, c'est-à-dire racine de la variance des différences divisée par n. Donc dans notre exemple, la moyenne des différences était de 1,14. On a un échantillon qui avait une taille de 30 individus, et on nous donne l'écart type des différences qui est égal à 1,73. Donc Z, 1,14 moins 0 divisé par 1,73 divisé par racine de 30, ce qui donne une valeur de Z de 3,61. Donc Z supérieur à 1,96. La moyenne des différences 1,14 est significativement différente de 0. On regarde la valeur 3,61 dans la table de Z. On précise la valeur du petit p avec Excel, soit 0,00031. Donc les conditions d'application d'un test de Z pour deux séries à parier, eh bien c'est que le nombre de paires doit être supérieur à 30, et si l'échantillon est plus petit, nombre de paires inférieur à 30, eh bien il faudra utiliser le test T de Student pour séries à parier. Alors le test T de Student pour deux séries à parier est exactement similaire à la statistique de Z. On pose T égale la moyenne des différences moins 0 divisé par l'écart type de cette moyenne des différences. Et pour les petits échantillons, cette statistique suit une loi de Student centrée sur 0 et donc différente pour chacun des degrés de liberté. Donc ici, DDL sera égal à n-1. Alors là encore, que ce soit pour le test Z ou T pour série à parier, je vous ai donné toutes ces formules pour voir comment ça marche, mais vous ne ferez jamais ces calculs manuellement. On utilise encore Excel avec la même fonction, t.test, avec les 4 mêmes paramètres, sauf que le quatrième paramètre, ici, on entre la valeur 1 qui signifie qu'il s'agit d'un test pour série à parier. Alors j'ai réduit ici les deux séries à un effectif de 17 pour que ça tienne sur la diapo. Et là encore, on obtient directement la valeur de petit p, ici 0,026, pour la comparaison de ces deux séries de 17 individus. Alors, conditions d'application pour le test T de comparaison de deux séries à parier, eh bien les différences doivent être distribuées de façon normale dans la population dont sont issus les échantillons. Donc, condition impossible à vérifier en pratique. Et si vous n'êtes pas sûr de ces conditions, il nous reste le test des rangs de Wilcoxon. Alors le raisonnement pour un test de Wilcoxon pour série à parier est un peu plus compliqué que pour le test pour les séries indépendantes. Dans ce type de situation, pour série à parier, si l'hypothèse nulle est vraie, alors la somme attendue, qu'on appelle WA, des rangs des différences positives est égale à n par n plus 1 divisé par 4. N étant le nombre de couples dont la différence n'est pas nulle. Et on peut continuer en ajoutant que si l'hypothèse nulle est vraie, alors la différence delta entre la somme des rangs des différences positives, qu'on appelle WP, et la somme attendue qu'on vient de voir WA, cette différence est nulle. Et donc si l'hypothèse nulle est vraie, eh bien cette différence delta, WP moins WA, suit une loi normale centrée sur 0. Et si on pose la statistique Z égale cette différence divisée par l'écart type de WA, eh bien
cette variable z suit une loi normale centrée, réduite, centrée sur 0 et réduite à un écart type de valeur 1. Et là encore, le problème est toujours le même, comment calculer l'écart type de WA. Et là, simplement pour information, je vous donne la formule de la variance de WA, c'est de l'arithmétique, petit n étant, je vous rappelle, le nombre de couples dont la différence n'est pas nulle. Donc nous avons maintenant tous les éléments pour calculer une statistique Z qui suit une loi normale centrée réduite. Alors, on va vous montrer la séquence qui permet de calculer ce test de Wilcoxon. Je reprends l'exemple ici des VGM avant et après embauche en ayant sélectionné une série de 22 individus. Donc il y a les différentes valeurs de VGM avant, après et les différences. Donc première étape, calculer les différences. Deuxième étape, calculer les valeurs absolues des différences. Troisième étape, calculer les rangs des valeurs absolues des différences qui ne sont pas nulles. Quatrième étape, calculer la somme attendue, WA, des rangs des différences non nulles, avec la formule que nous avons vue précédemment. Donc il y a 21 différences qui sont pas nulles, donc la somme des rangs attendus, 21 multiplié par 21 plus 1, 22, divisé par 4, soit 115,5. Cinquième étape, calculer la variance des WA, là encore avec la formule que nous avons vue, et on trouve 827,75. Sixième étape, sélectionner les rangs des différences positives. Septième étape, calculer la somme WP des rangs de ces différences positives. WP égale 209. Et nous avons maintenant tous les éléments pour calculer Z. Z égale valeur absolue de 209 moins 115,5 divisé par l'écart type de WA, soit racine de 827,75. Et on trouve Z égale 3,3. On regarde dans la table de Z où se trouve positionné 3,3 et on précise la valeur du petit p avec Excel qui est proche de 0,001. Alors il n'existe pas de test de Wilcoxon pour série appariée dans Excel. Si vous disposez de Stata, la syntaxe est la suivante. Il faut écrire SIGNRANK, S-I-G-N-R-A-N-K, le nom de la première variable égale nom de la deuxième variable qui lui est appariée. Donc SIGNRANK qui signifie test des rangs signés. Signés au sens signe positif ou négatif. Donc dans notre exemple, on va écrire SIGNRANK avant égale après. Et voilà la sortie de Stata qui donne directement la valeur du petit p 0,001 pour une hypothèse bilatérale. Alors, avec le logiciel gratuit R, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut d'abord créer la matrice des valeurs appariées en écrivant M égale matrix, ouvrez la parenthèse, C, puis entre parenthèses, chaque couple de valeurs séparé par des virgules, suivi du nombre de couples, 22, du nombre de colonnes, 2, et enfin la mention by_row égale true, en respectant bien les parenthèses et la casse. Ensuite, on entre la formule wilcox.test, ouvrez la parenthèse, la matrice M1, la matrice M2 et la mention paired égale true. Et on obtient ainsi directement le petit p. Alors, les conditions d'application pour un test de Wilcoxon pour série appariée. Il faut tout d'abord que le nombre de paires de différences non nulles soit supérieur à 20. Et deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait trop d'ex-aequo dans ces différences pour que des rangs puissent être assignés à chacune des valeurs. En troisième chapitre de notre exposé, comment comparer une moyenne observée à une moyenne attendue dans une population. On va reprendre un exemple concernant les concentrations sanguines en vitamine D par la mesure du 25 OHD en nanogrammes par millilitre. Dans un échantillon, on mesure une moyenne de 22,3 nanogrammes par millilitre, alors qu'on sait que dans la population de référence, la moyenne mu est de 20,9 nanogrammes par millilitre. Donc le problème, c'est est-ce que l'échantillon provient bien de la population de référence? Est-ce que la concentration sanguine en vitamine D de l'échantillon est différente de celle de la population de référence? Donc on pose le jeu des hypothèses. Hypothèse nulle, le taux de vitamine D dans l'échantillon est égal au taux de vitamine D dans la population de référence. Hypothèse alternative,
de type bilatéral, le taux de vitamine D de l'échantillon est différent du taux de vitamine D de la population de référence. Donc la différence delta 22,3 moins 20,9, 1,4, cette différence est-elle suffisamment éloignée de 0 pour qu'on rejette l'hypothèse nulle? Et pour répondre à cette question, deux tests, test Z et test T de student. Bien évidemment, il n'y a pas de test des rangs de Wilcoxon puisque la population de référence, on ne peut pas classer les sujets par rang par définition. Pour le test Z, on pose Z égale M moins mu, la moyenne de la population de référence, divisé par l'écart type de la moyenne de la population de référence. Et cette variable Z suit une loi normale, réduite, centrée sur 0. Alors le problème, c'est l'écart type de mu. Soit on connaît l'écart type dans la population de référence, soit on ne le connaît pas, et à ce moment-là, il faut l'estimer, et on l'estime par l'écart type de la moyenne observée sur l'échantillon, qui est tout simplement égal à l'écart type des valeurs de l'échantillon divisé par racine de n. Donc, on a les éléments pour notre test Z, m moins mu en valeur absolue, divisé par écart type de valeur de l'échantillon, divisé par racine de petit n, la taille de l'échantillon. Donc si on nous donne une taille d'échantillon de 200 et l'écart type des valeurs de l'échantillon 8,3, eh bien on peut calculer Z, 22,3 moins 20,9 divisé par 8,3 divisé par racine de 200, ce qui nous donne 2,38. Supérieur à 1,96, on regarde dans la table de Z où se trouve D38, et avec la fonction Excel sur la loi normale centrée réduite, on trouve un petit p de 0,017. Condition d'application, la taille de l'échantillon doit être supérieure à 30, et si l'échantillon est plus petit que 30, alors on utilise le test T de student. La statistique T de student s'écrit de la même façon que celle de Z, m moins mu divisé par l'écart type de mu, qui suit donc une loi de student centrée sur 0 avec un nombre de degrés de liberté qui est égal à n moins 1, la taille de l'échantillon. Si on connaît l'écart type de la moyenne mu, eh bien on met ce chiffre-là, et si on ne le connaît pas, on l'estime par l'écart type de la moyenne de l'échantillon. Alors sous Excel, il n'y a pas de fonction permettant de calculer un test de comparaison d'une moyenne observée à une moyenne attendue. Et sous Stata, la syntaxe est là encore très simple. On écrira T test I, T-T-E-S-T-I, taille de l'échantillon petit n, moyenne observée sur l'échantillon M, écart type de l'échantillon S et moyenne de référence mu. Voilà la sortie sous Stata où vous avez petit p pour une hypothèse H1 bilatérale et petit p pour une hypothèse H1 unilatérale. Condition d'application d'un test T de comparaison de moyenne observée à une moyenne attendue, la distribution de la variable doit être normale dans la population de référence. Donc, en conclusion de cet exposé, vous avez vu que pour comparer deux moyennes, on dispose en fait de deux tests paramétriques, test Z ou test T de student, et d'un test non paramétrique, le test des rangs de Wilcoxon, Mann et Whitney. Alors, voici un tableau de synthèse de tout ce que nous venons de voir. Tout d'abord, il faut regarder le type de série à comparer. S'agit-il de deux séries indépendantes, où on compare une moyenne M1 à une moyenne M2? S'agit-il de séries appariées, où on compare la moyenne des différences à la valeur 0? Ou s'agit-il de la comparaison d'une moyenne observée dans une série M à comparer à une moyenne de référence mu? Nous en avons fini avec la comparaison de deux moyennes. Évidemment, on peut se poser des questions, essayer d'aller plus loin, comment comparer plusieurs moyennes, mais pour ceci, la technique statistique est complètement différente. Il faudra procéder à ce qu'on appelle une analyse de la variance, ou ANOVA, test global permettant de comparer plusieurs moyennes. Et ensuite, lorsqu'on aura réalisé ce test-là, on pourra réaliser des comparaisons 2 à 2 en utilisant ce qu'on appelle la variance résiduelle. Mais ceci est une toute autre technique et je vous donne rendez-vous dans un futur exposé sur ce sujet. À bientôt. Il existe de très nombreux ouvrages de statistiques, mais je vous ai mis ici les deux bibles en ce qui concerne les statistiques médicales et biologiques. Et je vous mets enfin le lien du site Biostat TGV
site très bien fait qui vous permet en libre accès d'effectuer très simplement en ligne tous les tests que nous avons vus, y compris les tests non paramétriques, en effectuant un simple coupé-coller des séries des valeurs que vous avez stockées sous Excel.